Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, tendance ride. Bonjour à tous, bienvenue dans Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et suis très heureux de vous retrouver toujours plus nombreux pour démarrer cette nouvelle saison de Mordu avec un épisode exceptionnel. Nous avons eu le plaisir de délocaliser le studio de Mordu pour accueillir Emmanuel Desbruyères et Jean-Christophe Chétaille, les deux entrepreneurs passionnés qui ont repris la marque mythique Oxbow il y a environ un an. Je suis très heureux de vous présenter cet épisode pour plusieurs raisons. D'abord, le nom Oxbow. C'est un peu ma Madeleine de Proust et mon premier contact avec le monde de la glisse. J'ai passé des heures à feuilleter le catalogue de la marque dans les années 90 et c'est un peu à cause de ça, grâce à ça, que je suis avec vous sur Mordu. C'est aussi une histoire d'entrepreneurs, de passionnés qui décident de remettre au premier plan une marque tombée en désuétude. C'est un gros challenge que se sont fixés Emmanuel et Jean-Christophe et je suis admiratif de la prise de risque. C'est enfin un échange dans la lignée de ce que l'on souhaite mettre en avant dans Mordu dès que possible. Des riders engagés pour une pratique de nos sports plus écologiquement responsable. Vous verrez que c'est aussi une préoccupation pour le duo et ça fait plaisir à entendre. C'est parti pour ce nouvel épisode qui lance la 3e saison de Mordu, Oxbow, chronique d'une renaissance. Bonjour Emmanuel, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Mordu, un grand merci d'être avec nous. Merci à toi. C'est une journée toute particulière pour vous, puisque vous venez tout juste de présenter en conférence de presse votre vision pour la marque Oxbow, entreprise que vous avez repris il y a un peu plus d'un an. C'était votre première prise de parole officielle. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, heureusement. C'était pour nous l'occasion, effectivement, après un an et demi de travail acharné sur la marque, de reprise, de lever un peu la tête du guidon et de faire un point sur ce qui s'est passé ces dernières années et demie et puis surtout sur la suite. C'est le bon moment finalement après un an et demi, la tête dans le guidon, de pouvoir se dire ok, la reprise est faite maintenant, on a validé cette étape, qu'est-ce qu'on envisage pour la suite ? Et toi Jean-Christophe, comment tu as vécu la journée ? Alors c'était très intéressant puisque ça permet de visualiser concrètement un petit peu tout le travail qui a été fait en backstage que les consommateurs ne peuvent pas voir actuellement puisqu'on est dans une industrie avec une inertie très forte puisque le travail qu'on fait en backstage, les consommateurs vont commencer à voir les premiers produits dans quelques mois en magasin et donc c'était la première étape où on pouvait, on va dire concrètement, voir un peu l'impact de tout ce qui a été fait dans la boîte en presque 18 mois et je le dis d'autant plus humblement que c'est plus le travail de Manu, tout ce qui concerne la marque et le marketing. Et donc, j'étais très très fier de découvrir, enfin pas de découvrir, mais j'étais très très fier de voir un petit peu concrètement tout le travail, tout ce qui a été fait et de mesurer également tout ce qui nous reste à faire parce que c'est qu'un début. Et toi, donc Manu, tu t'occupes du plutôt marketing. JC, tu es sur quelle partie, toi ? Moi, je suis sur la partie commerce, en fait. Je m'occupe de la totalité du commerce. Vous êtes tous les deux, vous débarquez pas dans le monde de la glisse, vous êtes des vétérans du sujet. Vous de plus en plus. Racontez-nous un peu vos carrières et puis comment vous vous êtes rencontrés. Alors en fait, moi j'ai 44 ans. JC, je le laisserai donner son âge s'il veut bien. Et on s'est rencontrés il y a une douzaine d'années auparavant. Moi j'ai travaillé, je suis originaire des Alpes en fait, de la montagne plus que de l'océan. J'ai travaillé dans des différentes entreprises liées à la glisse, comme Salomon, Rossignol. Ensuite, j'ai travaillé pour Billabong, Dakine, qui sont à chaque fois des marques vraiment d'action sports. Et puis, quand on était chez Billabong, c'est vrai qu'on s'est rencontrés avec JC. On a travaillé plus ou moins en collaboration. Ça a ensuite perduré, continué jusqu'à aujourd'hui. Le binôme, il fonctionne bien. Il fonctionne bien pour la simple et bonne raison qu'on est hyper complémentaires, en fait. Aussi différent que complémentaire. C'est ça. Manu ne boit pas une goutte d'alcool. Je me suis associé avec quelqu'un qui ne boit pas une goutte d'alcool. Et toi, du coup, t'es qui, JC ? Alors moi, j'ai 55 ans, j'ai pas honte de le dire. Donc effectivement, de ce fait, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ce marché. J'ai commencé chez Reebok en 93. J'y suis rentré comme représentant et après, j'ai occupé différentes fonctions commerciales. Chef des ventes, directeur régional des ventes, enfin bon, bref. Après 15 ans chez Reebok, je vais passer 2 ans comme directeur national des ventes chez Billabong. Donc effectivement, c'est là avec Manu, on commence à se croiser.
Ensuite, Dakine est racheté par Billabong. C'est une super belle marque que je connais particulièrement bien parce que j'habite dans le Rhône-Alpes, donc ça m'intéresse d'y travailler. Je vais être directeur commercial France et c'est là où, avec Manu, on va commencer à travailler de manière, on va dire, très, très étroite collaboration, puisque Manu va s'occuper, lui, du marketing. Et puis ensuite, ce sera le patron de l'Europe. Moi, je vais être directeur commercial Europe. On aura, à cette occasion-là, Dakine va être revendu. On va faire plein de métiers différents qui sortent un peu de notre périmètre. Et normalement, c'est dans ce contexte-là, tu as tout le temps beaucoup de tensions entre le marketing et les ventes. Et avec Manu, on s'est toujours super bien entendu. Et donc, ensuite, je l'ai suivi sur son aventure entrepreneuriale quand il est parti sur les marques de ski. Et enfin, quand l'aventure sur le marché du ski s'est terminée, on a décidé de s'associer pour travailler ensemble. Voilà. Alors, comment est née cette idée ambitieuse, un peu folle, de se dire on va reprendre Oxbow? Comment ça s'est passé? Eh ben, en fait, non, mais déjà, c'est une marque qu'on avait dans notre radar. En tout cas, moi, j'ai grandi avec un snowboard au pied. Oxbow, j'ai connu les grandes années Oxbow à l'époque. J'étais fan, je dessinais les logos sur mon agenda plutôt que de réviser le bac. Enfin, je veux dire, c'était ma vie de fan de glisse. Et puis, les années passent, l'expérience s'accumule aussi. Voilà, on se construit son CV, je dirais. On a des compétences, etc. Et puis un jour, les planètes s'alignent. J'ai estimé, pour ma part en tout cas, avoir suffisamment d'expérience. Le dossier Oxbow, comme on dit dans le milieu, est sur mon bureau. L'entreprise est à vendre. Et puis, c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent aussi. Et on se dit, pourquoi pas, en fait. En tout cas, si on ne se renseigne pas sur ce dossier-là, on se renseignera jamais, ou on n'ira jamais plus loin. J'en parle à JC qui trouve l'idée un peu folle, mais pas suffisamment pour me dire débrouille-toi. Il me dit ok, on y va à deux. Et donc on passe un coup de fil au vendeur en lui disant est-ce que votre entreprise est toujours à vendre? Voilà, c'est Manu et JC. Et là, on met un petit peu de temps ensuite pour convaincre qu'on n'est pas des oiseaux, et puis ça s'embraye comme ça. Parce que je pense que ce qui est important pour les auditeurs qui nous écoutent, donc tout le monde connaît Oxbow. Je pense que tout le monde avait noté que la marque était tombée un peu en désuétude, en tout cas dans le monde de l'outdoor et de la glisse. Mais pour autant, c'est pas non plus une boîte que vous avez rachetée 1 euro au tribunal du commerce, quoi. Enfin, il y avait un petit dossier à monter. Oui. Il y avait du chiffre d'affaires. Je crois que la boîte, elle fait quoi, 30 millions de chiffres. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a un peu de dette, mais il y a une valo. Donc, quand tu as deux individus comme ça qui veulent acheter la boîte, de salariés, comment ça se passe en fait? Expliquez-moi là. Moi, si demain je veux racheter une boîte là qui fait 30 millions de CA, comment je fais? Alors déjà, il faut trouver un Manu en fait qui est suffisamment fou pour dire oui. Non, mais il faut oser, c'est ça. Non, mais le truc, c'est pas ni Manu ni JC, il faut oser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, poser les questions. Ça a vraiment été ça. Ouais. Alors c'est vrai. En fait, l'idée, c'est d'oser. Une fois que vous avez osé, c'est d'avoir suffisamment confiance en vous pour convaincre les personnes qui ont de l'argent. Et finalement, si vous avez confiance en vous, vous avez des chances de pouvoir convaincre des gens d'investir dans votre projet. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, il y a eu beaucoup d'obstacles, mais on a réussi à convaincre. Alors après avoir passé pas mal de fonds d'investissement, je ne sais pas si on reviendra plus tard dans le détail. Mais c'est un point important ce que dit c'est. En fait, le problème, ce n'est pas l'argent. C'est aussi fou que ça puisse paraître. Ce n'est pas l'argent le problème. Le problème, en tout cas l'enjeu, il est sur la confiance qu'on a en nous et dans le projet, et dans notre capacité à donner confiance à des investisseurs dans notre projet, en fait. Parce que l'argent, sur la planète, il y a des milliards de milliards. C'est pas je veux dire. Et d'accord. Et d'ailleurs, on a rencontré des gens qui avaient des milliards d'euros. Mais le tout, c'est de convaincre. C'est-à-dire qu'il faut convaincre qu'on est les bonnes personnes. Il faut convaincre que le projet est pertinent, qu'il a de l'avenir. Et puis après, il faut rencontrer un maximum de personnes pour trouver celles avec lesquelles ça fit en termes de valeur aussi. Et l'argent vient naturellement, finalement, à la fin. Ouais. La chance, en fait, c'est que la marque Oxbow, qui faisait 30 millions d'euros avant le Covid et qui était une entreprise profitable, ce qui a été le plus étonnant et ce dont on a bénéficié, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de fonds d'investissement qu'on souhaitait acheter cette marque. Et c'est pour ça qu'on a eu l'occasion de se présenter, de postuler pour acheter cette marque, parce qu'au départ, les fonds d'investissement ne voulaient pas acheter Oxbow. Ouais, nous, dans la glisse, on souffre
on souffre d'une mauvaise image en fait. Une mauvaise image qui est due à de bonnes ou mauvaises raisons, mais enfin en tout cas, il y a une mauvaise image. Et il y a quelques indicateurs qui, pour les fonds d'investissement et les financiers en général, clignotent rouge. Mais quand on est à l'intérieur du business, ces clignotants rouges, on arrive à les faire passer au vert, avec beaucoup de travail et beaucoup d'expérience, certes, mais on arrive à les faire passer au vert. Ce qui fait que quand on est à l'intérieur, on n'a pas la même vision que quand on est à l'extérieur. Les fonds ou les financiers sont à l'extérieur, et donc finalement, eux, ils ont des choix à faire entre différents projets au niveau mondial, quel que soit le domaine d'activité. Donc pourquoi aller s'embêter à investir dans une entreprise liée à la glisse alors qu'ils peuvent investir dans d'autres domaines, les nouvelles technologies, etc., dans lesquels il n'y a pas de voyant rouge. Voilà, ils raisonnent comme ça. Donc après, une fois que les fonds sont partis, JC et moi, finalement, si on a du talent, il est dans le fait d'avoir réussi à trouver une alternative aux fonds. Et il y en a. Il y a plein de Français notamment, mais pas que, mais il y a des Français qui ont très bien réussi, qui ont une fortune suffisamment importante pour investir de différentes manières et d'investir aussi dans des vrais projets, dans la vraie économie, comme le projet Auxbo. Donc si je tente une synthèse de ce que j'en comprends, c'est que donc, vous étudiez le projet, vous approchez le vendeur, vous commencez à faire ce qu'on appelle une due deal, quoi. Vous posez des questions, vous commencez à comprendre, vous montez un dossier. Ce dossier sous le bras, vous commencez à aller voir d'abord des fonds. Là, on vous dit, vous êtes gentils les gars, mais le surf business et le textile en France, on n'y croit pas. Et là, vous vous tournez vers des investisseurs privés. Absolument. En leur disant, les gars, on a cette aventure qui a envie de mettre un ticket. C'est exactement ça. Donc la marque Auxbo leur a parlé aussi. Deuxièmement, ils ont visité l'entreprise Auxbo. Ils ont vu de leurs propres yeux que c'était une entreprise qui était menée sainement. D'autre part, il y a le vendeur Kalida qui réinvestit également dans l'entreprise qui rachète Auxbo. Donc c'est extrêmement rassurant également pour nos investisseurs privés. Et donc on arrive à boucler un tour de table qui est suffisamment... on va dire, qui suffit à faire le deal en fait. La taille du tour de table, on le connaît ? Enfin, oui, nous on le connaît. On communique pas dessus. Il est connu, vous communiquez pas dessus. C'est quelque chose qu'on nous a demandé de garder confidentiel. Et vous allez garder ça pour vous. Moi, je pense qu'en termes de clignotants rouges, on en a parlé ici, on a dans Tendance Ride, on en a parlé, notamment du déclin du textile dans le surf business. Alors pas du déclin du surf business, parce que le surf explose, donc il y a un marché de dingue qui grossit tout le temps, mais le textile, Billabong, Gotcha, Canabich, voilà, et même les gros Rip Curl, Quicksilver ont souffert. Ça, c'est un clignotant rouge. Dans les clignotants verts, il y a d'autres marques qui cartonnent, notamment ceux qui sont issus du sport d'hiver. Je pense à Picture, Patagonia. Voilà. Donc eux, pour le coup, ça cartonne. Et je pense que ça, c'est un clignotant vert. Il y a un autre clignotant vert pour moi, et c'est presque un des plus importants, même s'il est un peu irrationnel, c'est l'héritage, c'est Auxbo, quoi, ce nom pour ça. Moi, je suis super content de faire cet épisode. Je vous l'ai dit un peu en off, mais moi, mon amour pour les sports de glisse, j'ai grandi en Normandie, il n'y avait pas de vagues, et moi, il commence au 94-95, quand j'allais chez Intersport. Il y avait un Intersport à côté de chez moi, ça s'appelait La Hutte, le magasin, je ne sais pas pourquoi. Et il y avait un catalogue Auxbo. Et je me souviens, moi, j'étais jamais allé dans le sud-ouest, j'avais jamais vraiment vu de planche de surf. Et moi, j'ai commencé à rêver dans les catalogues de sport Auxbo, où il y avait Laird Hamilton, Douane de Soto, un longboarder qui était avec son vélo et son longboard sous le bras. Moi, ça m'a fait rêver des années. Et puis, c'est peut-être, je le disais en intro là, aux auditeurs, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. Voilà, il y a un imaginaire incroyable sur Auxbo. C'est aussi un gros challenge pour vous, quoi, parce que ça génère beaucoup d'attentes. Voilà, moi je vous le dis, je suis hyper content qu'il y ait une reprise. Quand on parle de sujets autour des gens dans la glisse, il y a plein de supports. Les gens disent il y a ces deux gars là qui reprennent la marque, on espère qu'ils vont réussir. Il y a un gros challenge pour vous. Comment vous allez faire pour capitaliser sur cet héritage et le faire revivre ? Nous, on a, comme tu le disais, on a eu énormément de bienveillance dans ce projet. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on est deux particuliers, que ça change du fonds d'investissement ou de la banque qui rachète et qu'on a une gueule sympathique et qu'on se dit, en tout cas, énormément de bienveillance, jusqu'au point où un jour, pour le coup, c'est moi qui ai reçu un coup de fil au bureau et j'ai décroché et c'était Fabrice Valéry, le fondateur d'Auxbo, qui m'appelait
et qui m'a dit écoute, ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable, on est à fond avec vous, cette reprise par vous, particuliers, opérationnels, passionnés de glisse, ça correspond tout à fait à ce que nous on aime. Et il disait nous parce qu'il parlait pour lui et pour Isabelle Cachot, donc les 2 fondateurs d'Auxbo. Qui sont originaires de Normandie. Qui sont originaires de Normandie, exactement. Et qui nous proposaient de passer du temps, de venir les voir et de passer du temps avec eux pour qu'ils nous expliquent la marque. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc en fait, si tu veux, quand tu parles de capitaliser, d'héritage, on va dire, et de capitaliser sur cet héritage, déjà il a fallu qu'on le comprenne, cet héritage, parce que il y a la vision qu'on en avait d'Auxbo de l'extérieur, en tant que consommateur, fan, mais en plus, si tu veux, nous, on a eu accès à 35 ans d'historique, 35 ans de passif d'Auxbo, expliqués par les fondateurs eux-mêmes. Donc déjà, ça nous a permis de nous approprier cette histoire-là, et aussi, finalement, de valider le projet, puisque le projet n'est pas né une fois qu'on avait racheté, il était né bien avant qu'on rachète la marque. On avait une stratégie qui était claire, et on a pu la valider avec eux, notamment. Et ensuite, il y a eu différents stades de validation de cette stratégie, avec les salariés aussi, avec des gens de l'industrie, etc., etc. Ce qui permet au final d'avoir une stratégie qui est validée par un groupe de personnes pleines de bon sens et qui ont, pour certaines, créé la marque, pour d'autres, connu une période de la marque avec des compétences différentes. Et au final, on a une sorte de comité informel qui nous a validé cette stratégie et qui nous a permis de partir avec la confiance qu'on a aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu presque comme la naissance d'un enfant, en fait. C'est un immense bonheur et une immense responsabilité, en fait. C'est un mélange des deux. À la fois, t'es super heureux et à la fois, t'es super flippé de la responsabilité que tu prends, parce que la marque Auxbo, il y a quand même très très peu de marques de légende françaises, et donc effectivement tu as cet héritage. Alors, comme cette fils de, c'est jamais très très facile, et en même temps c'est une fantastique opportunité de pouvoir, on va dire, réveiller une pépite, ce qu'on appelle souvent la belle endormie. Donc c'est vrai que c'est une immense responsabilité, mais avec un joyau, quoi. Donc on est très très confiant sur notre projet, c'est sûr. Et puis on n'y pense pas. Je veux dire, les choses viennent naturellement. Si tu veux, on est dedans, on est dans le projet tous les jours. Je ne pense pas qu'on ressente cette pression de... C'est comme la naissance d'un enfant. Une fois qu'il est là, après, tu n'as pas le temps de te poser 2-3 questions. Tu es dans l'action. Tu es dans l'action et puis tu prends... Ce qui est important, c'est de partager, c'est de prendre conseil, c'est de prendre des avis. À la fin, c'est JC et moi qui décidons, mais il y a vraiment de la consultation pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Et puis ça fait 30 ans qu'on évolue dans ce métier. Enfin, 30 ans pour moi, un peu moins pour Manu, mais ça fait 30 ans qu'on fait ce métier-là. Donc c'est comme un boulanger qui reprendrait la plus belle boulangerie-pâtisserie du quartier. Bon, quand ça fait 30 ans que tu fais ce métier-là, tu sais faire du pain, tu vois. Voilà, c'est à peu près ça. Alors la stratégie, ça va être quoi là ? Vous l'avez annoncé là, tout à l'heure en conférence de presse. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces stratégies ? Ça va être quoi les grands éléments de reconquête du marché, du cœur du rider? Je regarde si c'est JC qui me regarde ou si c'est moi qui parle. Mais écoute, en quelques mots, et pour lancer les idées, mais je laisserai JC rebondir. En quelques mots, la stratégie, c'est de redonner sa place à Auxbo en tant que marque de sport française. J'ai tendance à dire marque française de sport, et JC me reprendre, non, marque de sport française. Et c'est vraiment ça, c'est une marque française de sport. Marque de sport française. En tout cas, les 3 mots sont hyper importants. Non, mais Auxbo, c'est une marque de sport, en fait. Et ça, malheureusement, beaucoup l'ont oublié. Mais Auxbo, c'est une pure marque de sport, en fait. Et c'est d'être une marque de sport, ça t'offre un crédit, une notoriété, mais qui est incroyable. On travaille dans une entreprise qui fait 30 millions d'euros. Le nombre de Français qui travaillent dans une entreprise qui fait environ 30 millions d'euros, il y en a des tonnes. Et très très peu peuvent se prévaloir de dire je travaille pour Auxbo. Donc cette notoriété autour de la marque de sport, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et donc il va falloir qu'on investisse de notre temps, de l'argent pour que Auxbo, dans la tête de tous nos partenaires consommateurs, fans de la marque, on puisse réaffirmer que c'est une marque de sport, en fait. C'est-à-dire une marque de sport, sous-entendu, on fait des produits pour la pratique. Pas que.
On fait aussi des produits pour le côté lifestyle, mais on fait aussi des produits pour la pratique. Et on va refaire des produits pour la pratique, aussi bien l'été, l'hiver, dans l'eau que dans la neige. C'est vraiment de redonner la voix à ce côté pratique. Française, c'est l'ADN d'Oxbow, qui serait pas forcément connu, mais Oxbow est une marque française depuis toujours, et encore plus aujourd'hui dans le sens où capitaux français, investisseurs français, une partie de la production en France, donc marque française de sport française, éco-responsable, parce qu'aujourd'hui c'est des convictions personnelles d'une part, c'est le sens de l'histoire d'autre part, et on ne peut pas l'ignorer, on ne veut pas l'ignorer, donc c'est au centre de nos préoccupations aussi, l'éco-responsabilité. Et ça doit faire partie des valeurs citoyennes de la marque Oxbow, en fait. Quand on porte une marque, c'est pour ses valeurs, c'est extrêmement important. Quand on arrive à l'apéro un samedi soir avec ses potes, on porte une marque, c'est pas innocent, c'est parce que derrière, on revendique des valeurs. Et donc, dans le sport, il y a des valeurs. Le côté français, européen, particulièrement en ce moment, c'est une valeur importante. Et puis, évidemment, l'éco-responsabilité, c'est évidemment une valeur qui est essentielle, qui est maintenant plus portée par les jeunes que les anciens. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que c'est les jeunes générations qui éduquent les anciennes générations. Mais l'éco-responsabilité, c'est un devoir citoyen. Et je reviens juste sur la partie française, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu patriote quand on dit marque française, marque française, marque française. En fait, l'une des motivations pour avoir racheté Oxbow, c'est le côté français de cette marque. Mais pourquoi le côté français est aussi important pour nous ? Il l'est parce qu'on a des profils assez internationaux. On a travaillé longtemps pour des entreprises étrangères, entre guillemets, anglo-saxonnes notamment. Et on avait envie de mettre en avant la culture, la scène sportive glisse française, qui est souvent timidement représentée, notamment en comparaison de tout ce qui se fait tout ce qui est fait par les marques et les personnages, les riders anglo-saxons. Américains, australiens, exactement. En France et en Europe notamment, mais on a parmi les plus beaux terrains de jeu, aussi bien en montagne que dans l'eau, les plages, les vagues. On a une culture glisse qui est hyper authentique, hyper légitime et qui existe depuis longtemps. On a des ambassadeurs, des riders qui sont parmi les meilleurs mondiaux. Et même avec tout ça, c'est vrai que souvent, on est l'Europe, la France, dans cette scène mondiale de la glisse est sous-représentée. Donc, c'est vrai qu'on avait la chance de racheter une des seules entreprises d'action sport française et de remettre sur le devant de la scène tous ces acteurs de la glisse. Et donc ça nous tenait aussi, ça nous tient à cœur. Il y a un truc qui est absolument génial avec le territoire national, français, c'est que justement avec toute cette prise de conscience écologique, tous on commence à se dire en fait l'avion pour aller à Hawaï ou en Indonésie, alors, moi je continue à prendre un avion, mais j'essaie de le faire moins, quoi. Et c'était il y a 5 ans, mais je prenais des avions, j'y pensais même pas, et ça c'est un peu terminé. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie difficulté, mais on va y revenir. Mais la France, c'est un terrain de jeu incroyable. Moi, j'habite Paris. On enregistre à Paris. Là. Moi, j'habite Paris. D'un coup de train, je peux aller à Biarritz ou Bordeaux, 4 heures, 2 heures. Je peux aller aussi aux Arcs. La Bretagne, c'est juste un terrain incroyable. On a un terrain de jeu en termes de circonférence. Tout ce qu'il y a à faire à 700-800 km à la ronde, c'est juste phénoménal. Je crois qu'il y a peu d'endroits comme ça au monde. Il y a une diversité unique. Ouais, c'est vrai qu'on a eu la chance de voyager avec Manu, et quand on avait l'occasion de discuter avec, ne serait-ce qu'avec, je pense à Chico qui bossait chez Dakar, qui était un rider incroyable, qui vivait à côté de Portland, qui avait un terrain de jeu mais incroyable. Je me rappelle quand on l'a emmené au Mont Blanc, il était comme un enfant de 5 ans. Et quand on l'emmenait à Osgore, il était comme un enfant de 6 ans, en fait. Et dans le même pays, c'est quand même une chance incroyable. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop franchouillard, mais il ne faut pas qu'on ait honte. Et ça fait partie des valeurs. On a la chance d'habiter dans un pays qui nous permet d'avoir des terrains de jeu incroyables. Donc, qui c'est bien de le rappeler. Et qui s'exporte en plus. Que tu discutes avec des gens en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Asie, à chaque fois, la France, l'Europe, ça fait rêver. C'est premium, c'est la qualité, c'est l'art de vivre. Donc c'est vrai qu'on a une carte de visite incroyable et c'était très important pour nous d'être à la tête d'une entreprise, d'un projet dont les racines sont en France, et on va dire que les branches se développent partout dans le monde.
Donc voilà, marque de sport française, marque de sport des vêtements pour les pratiquants, avec notamment un retour dans les sports de neige. Donc j'imagine des vêtements techniques pour aller skier, des wetsuits aussi pour aller dans l'eau, donc de nouveau des combats Oxbow. Française, donc vous l'évoquiez, le fait de revendiquer le patrimoine français, mais aussi de faire de la production en France. Ouais. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur les produits techniques. Manu, c'est un excellent surfeur et c'est un excellent snowboarder. Et c'est très 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 important que dans une boîte, la personne qui est en charge de cette entreprise soit un vrai pratiquant. Puisque ce qui est fondamental, en fait, c'est la légitimité du produit. Et en fait, tout ce qu'on fait, Manu part surfer le matin à 6h. Bon, il a un métier pas facile, je reconnais. J'arrive au boulot à 11h. Mais en fait, c'est très très important. Et dans la boîte, il y a énormément de gens qui pratiquent. Et les produits qui sont faits sont pensés pour le pratiquant. Alors, sans se prendre au sérieux, sans se croire champion du monde, mais les produits sont pensés, toute la boîte est orientée pour que le produit soit juste. Et ça, c'est tellement important. Ben, ça permet de crédibiliser ce qu'on fait, en fait. Et puis, c'est hyper agréable de participer au développement des produits, aussi bien nous que nos ambassadeurs, mais on a l'impression d'avoir le monde à portée de main. Pour en revenir sur la partie Made in France, effectivement... Alors je pense que c'est la conjonction de plusieurs facteurs, mais marque française, forcément on se dit ce serait logique de reproduire un peu, beaucoup en France. Oxbow était en plus à l'époque fabriqué en France et ça a participé à son image premium. Et puis il se trouve que nous on a racheté et notre première année et demie on l'a passé en temps de Covid-19 avec toute la problématique que ça représente au niveau du sourcing, au niveau des relations entre les pays et du fermeture des frontières, qui ont mis en évidence la dépendance qu'on avait à certaines filières de production. Donc tout ça fait que effectivement on se dit ça a du sens de reproduire en France pour l'image, pour l'authenticité, et puis aussi parce que ça nous permet de nous libérer un peu de ces menottes qu'on a vis-à-vis des sites de production en Asie notamment. Oui, parce que le savoir-faire, il ne va pas revenir en 6 mois ou en 1 an. Ouais, parce que c'est un vrai sujet. Donc, Oxbow, une grosse partie de votre business, j'imagine, mais en tout cas, une des raisons pour laquelle vous êtes connu, c'est le t-shirt Oxbow. Je crois savoir qu'aujourd'hui, le t-shirt, pour parler avec différents entrepreneurs, faire des t-shirts en France, c'est la croix à la bannière. Il y a très peu de marques qui font des t-shirts en France. Le site le plus exploitable, c'est le Portugal. Donc la plupart des marques aujourd'hui, le Made in Europe, il est au Portugal. Pourquoi on ne peut pas faire des t-shirts en France ? Alors, en France, ce qui est compliqué, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou à ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est que la filière textile, en tout cas sur ce genre de produit-là, elle est en train de se reconstruire. Elle n'est pas encore reconstruite. C'est-à-dire qu'elle est hyper atomisée. On a des fabricants qui ne sont pas organisés pour recevoir un dossier technique et livrer un produit fini. C'est-à-dire que nous, marque, on est obligé de prendre en charge toutes les étapes de la fabrication d'un t-shirt et acheter aussi tous les composants, etc., etc. Donc on est en train aujourd'hui de participer à la remise en place de cette filière textile. On est en collaboration avec des ateliers qui progressent avec nous main dans la main et qui vont nous permettre à terme d'être capables de fabriquer en France. Alors quand on dit fabriquer en France, il y a différents stades. Nous, chez Oxbow, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'aller au bout du concept. Et la matière qu'on utilise pour fabriquer nos t-shirts en France est aussi produite en France, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On peut très bien acheter de la matière au Portugal et l'importer en France, la couper, l'assembler en France et imprimer en France. Nous, on voulait vraiment aller au bout et donc on fait tout en France, y compris la matière. Donc on ne simplifie pas la vie. Néanmoins, on a trouvé des partenaires avec lesquels on est en train de grandir et de s'organiser pour arriver à produire en France. À la fin, le t-shirt coûte bien plus cher que ce qu'on pourrait avoir au Bangladesh. Pour donner un ordre d'idée, ce n'est pas un secret, mais un t-shirt fabriqué en France, c'est entre 15 et 20 euros, le coût de fabrication. Donc toi, tu l'achètes 15 euros à une usine, ça coûte combien en Asie ? Ça coûte entre 3 et 5 $. Okay. Donc ça s'explique en Asie ou en Inde ou au Bangladesh.
Ça se comprend Oui, facilement. pour les coûts de main-d'œuvre. C'est ça, hein, un t-shirt c'est de la main-d'œuvre essentiellement. Il y a de la matière et de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre est beaucoup moins chère ou beaucoup plus chère en France. Maintenant, c'est ça qui est surprenant en fait. J'ai l'occasion de visiter des usines avec Manu et en fait c'est pas du tout automatisé, c'est de la main d'œuvre en fait. C'est de la main d'œuvre, c'est la découpe manuelle de la matière pour en faire des t-shirts. C'est ça qui est extrêmement surprenant. On imagine des machines qui sont toutes automatisées, pas du tout. C'est beaucoup de main d'œuvre. Ouais, c'est du manuel. Donc après, la France a beaucoup d'autres intérêts et deux principaux. C'est la raison pour laquelle, au-delà de l'image, au-delà de revenir sur des choses qui étaient présentes à l'origine de la marque, nous, on a vraiment voulu positionner Oxbow comme une marque éco-responsable et citoyenne. En termes d'éco-responsabilité, fabriquée en France, ça permet d'utiliser de l'énergie propre, en tout cas parmi les plus propres ou la plus propre qu'on puisse trouver. Et en plus, on fait travailler des Français, on fait travailler des Françaises et un écosystème en France. Et en temps de coronavirus, c'est vrai qu'on a beaucoup, sans rentrer dans la politique, mais on a beaucoup bénéficié de support de la part de l'État, etc. Et que ça responsabilise en fait. Donc le Made in France, au-delà de l'image, c'est aussi un engagement citoyen. Il y a aussi une autre initiative que j'ai vu passer qui s'appelle Support Your Local Shaper. Donc aider les shippers locaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Je crois qu'il y a notamment des planches qui sont faites avec du textile récupéré. C'est ça. Alors effectivement, dans la même veine, toujours dans la volonté de mettre sur le devant de la scène des acteurs de la glisse, du sport outdoor français, il y a des gens qui sont fondamentaux dans la pratique. Et pour le coup, on parle de surf, c'est les shapers, c'est ceux qui fabriquent les planches de surf. À un moment donné, si eux ne sont plus là ou si on leur permet pas de survivre ou de vivre, pardon, plus que survivre d'ailleurs, la pratique ne peut plus exister. Et à un moment donné, en France, on a des shapers donc qui ont énormément de talent, qui se sont exportés ailleurs qu'en France et aujourd'hui, ils sont mis en valeur par les marques. Les marques anglo-saxonnes ont plutôt tendance à mettre en avant les shapers anglo-saxons. C'était notre rôle et c'est un plaisir, nous, marques françaises, de mettre en avant nos artisans shapers français qui sont nombreux, qui sont talentueux et qui ont répondu présent à notre appel. Ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu amusé ou laissé perplexe. Et c'est génial, mais c'est un peu une anomalie en termes de business. C'est justement le marché de la board et du shape dans le surf, quoi. Il n'y a aucun marché qui est aussi atomisé, quoi. Enfin, le nombre de shapers, c'est quand même incroyable. Alors, il y a des grosses marques, mais si tu regardes, tu vois, je sais pas, un Firewire, je ne sais pas combien ça représente, ou un Torque, je ne sais pas combien ça représente du marché. C'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Des marques de board, il y en a plein. Est-ce que vous savez comment ça se fait? Est-ce que c'est un truc que vous avez essayé d'analyser? Je trouve que c'est un truc qui est très particulier au monde du surf. Ouais. J'imagine que c'est un travail d'artisanat. Ouais, c'est ça, c'est du sur-mesure en fait. Alors c'est une très bonne question et j'ai pas forcément pour ma part la réponse. Moi, je fais que constater et je le vis de l'intérieur sans me poser plus de questions que ça. Mais c'est vrai qu'il y a deux niveaux. Il y a ceux qui sont passés au niveau industriel, effectivement, les Torques, les Firewire, les Bic. Mais il y a tellement, c'est tellement du sur-mesure, c'est une chance, je pense, d'avoir des gens qui sont capables de vous faire l'engin parfait ou qui se rapprochent le plus possible de la perfection, adapté à vous, qu'il n'y a pas de meilleure solution qui a été trouvée pour l'instant. Toutes ces planches standardisées, elles existent, elles sont bien pour voyager, elles sont bien parce qu'elles sont solides, elles sont bien pour débuter. Mais c'est vrai que dès qu'on a un certain niveau, on passe sur du sur-mesure en fait. Et c'est un des rares sports dans lequel on est capable de faire développer l'engin de glisse sur mesure. Je ne sais pas si dans le golf ça se fait, sur mesure, mais dans le ski non plus, parce que c'est des grosses séries. Ouais, moi je pensais au ski, c'est vrai que sur le ski, c'est un marché. Même ta planche de snowboard, tu vois, je ne suis pas sûr. C'est des planches de série. Ouais. Donc, à part des tout petits fabricants peut-être. Mais dans le surf, on a vraiment cette chance-là. C'est tant au niveau du shape, des matériaux, de la déco, de faire du sur-mesure. Je trouve ça génial. On l'a ni dans le surf, ni dans le snowboard, ni dans le skateboard, ni dans le ski. C'est vraiment propre au surf. Il y a une science de ce développement de produits. Et même si on s'éloigne du marché du sport, c'est très très rare les marchés qui sont, c'est vrai,
on va dire, qui sont majoritairement faits par des artisans en fait. Par le custom et en plus les écarts de prix sont pas non plus. Enfin, tu vois, c'est pas le marché du luxe, le marché du custom non, pas du tout. En surf, c'est vraiment. Il n'y a pas d'équivalent. C'est vrai que c'est une spécificité unique de ce sport. Et en tout cas, je trouve ça super. C'est pour ça que je l'avais noté, de se dire, voilà, ça fait partie de la tradition, de l'artisanat, et c'est effectivement quelque chose à supporter parce que c'est juste un truc trop bien. C'est vrai. Ouais, c'est génial. Ouais. Être entretenu. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a, la marque de fabrique dans ce programme de planche, en termes de conception et de déco, c'est d'avoir inséré, on a travaillé avec les shapers pour voir de quelle manière c'était possible de le faire, et on a inséré des morceaux de tissu de production, de maillots de bain, de chemises Oxbow dans les planches, dans la stratification des planches comme signature. Effectivement, comme c'était fait en fait à l'époque dans les cuillères sous les noses des longboards où étaient insérés des morceaux de chemise hawaïenne. On a eu l'occasion d'aller les visiter dans leur atelier. C'est vrai que ce sont des orfèvres. C'est un travail vraiment impressionnant. Il y a un autre truc que j'aime bien dans ce qui a été fait. En termes de com, là, il y a eu une OP assez rigolote de planquer des boards. Je crois que la dernière s'appelait Johnny Utamita Board, en référence à Johnny Utah, un personnage de Point Break. C'est assez délirant. C'est quoi? C'est un esprit que vous allez essayer de perdurer, ça? Ça discute avant en interne chez Oxbow en disant c'est un peu tiré par les cheveux, les gars. Comment ça se passe pour lancer une campagne un peu délire comme ça? Ouais. Alors ça, on a entre guillemets hérité de ce concept de jeu parce qu'en fait, il avait été développé par l'équipe marketing avant qu'on arrive. Quand on est arrivé, donc le marketing nous a présenté ça. On a trouvé ça un peu farfelu. D'autant plus qu'Oxbow n'avait pas forcément une image très, très core ou de spécialiste, donc on s'est dit est-ce que ça ne va pas être interprété au premier degré et nous rendre encore moins core que ce qu'on est. Et puis finalement on y est allé, ça a été super bien exécuté de la part du marketing, ça a eu énormément de succès en fait. Je pense que le côté interactif, le côté chasse au trésor, d'ailleurs si à la télé ça fonctionne aussi bien, j'imagine que c'est pour les mêmes raisons. C'est vrai que ça engage les fans comme j'ai rarement vu, et ouais, planquer comme ça, cacher des planches, donner des indices, ça a excité tout le monde et ça a super bien fonctionné. Et en plus, nous, ça nous permettait de mettre l'accent sur des planches de surf, ce qui est un de nos objectifs aussi. Donc on va revoir un peu des jeux comme ça, probablement. Je ne serais pas surpris pour les années à venir. Que le marketing continue et même trouve un concept miroir pour l'hiver. Ok. Aussi farfelu. C'est excellent. Il faut savoir que sur le dernier jeu, il y a même qu'est-ce qu'on a eu? Il y a une municipalité qui nous a menacé de nous emmener au tribunal parce que il a été posé des masques sur les statues, en fait des masques de personnages du film Point Break sur les statues en France, dans les grandes villes. Et donc on a reçu un courrier au bureau nous disant que c'était illégal. Donc bon, ça a fait le buzz encore plus. Très bien. Ah ouais, ça me permet d'enchaîner sur la culture de la boîte. Alors, comment vous avez été accueillis là? Quand on reprend la boîte, on a un peu les repreneurs. Comment vous avez été accueillis? À bras ouverts? Il y a eu des doutes? Comment ça se passe? Je pense qu'il y avait eu beaucoup de doutes en fait. Je pense que les salariés qui, quand ils nous ont vus arriver, déjà ils étaient un peu surpris de voir 2 salariés eux aussi. Alors peut-être avec la crainte d'avoir Quand on bosse dans un groupe qui a beaucoup d'argent, c'est quelque part un petit peu rassurant. Donc je pense qu'il y avait une part d'inquiétude au départ, même si ça ne nous a pas été dit directement comme ça. Mais je pense qu'il y avait au départ un peu d'inquiétude. Et puis ensuite, à force de travail, d'écoute, de collaboration, maintenant je pense qu'on est dans un climat qui est un climat de confiance. Mais je pense qu'au début, il devait y avoir un peu d'inquiétude. Et d'ailleurs, je pense que c'est même carrément humain en fait. Dès qu'on change quelque chose, on est inquiet. C'est rare qu'on accepte le changement sans inquiétude d'une manière générale. Et puis connaître aussi notre stratégie. Quand il y a un nouveau propriétaire qui arrive, on peut être inquiet de changement de stratégie, voire plus. Donc c'est vrai qu'il a fallu... C'est pour ça qu'on disait qu'un an et demi, ça fait un an et demi. Cette date aujourd'hui, elle arrive au bon moment pour aussi faire le bilan de cette première année et demie. Et cette première année et demie, on
on l'a passé à convaincre beaucoup de monde, y compris effectivement les salariés, sur notre projet. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des surfeurs dans la boîte ? Est-ce que c'est facile de poser un RTT quand il y a de la houle ? Ouais, Par exemple, cette semaine-là, il y a des conditions de ouf. Est-ce qu'il y a du monde encore dans la boîte là ? Il faut se lever tôt et c'est bon. Ouais, on a déjà la chance d'habiter pas loin, enfin d'habiter le siège et à Bordeaux, donc on est à 40 minutes de l'océan. Donc c'est vrai que c'est plutôt facile. Alors aujourd'hui, le jour se lève tard et la nuit tombe vite, mais on encourage. Enfin, on encourage. En tout cas, on laisse les gens pratiquer parce qu'à chaque fois qu'ils pratiquent, derrière c'est des retours produits, c'est des commentaires sur les planches, sur les combis. C'est sûr. Puis ça fait partie du côté authentique de la marque en fait aussi. Quand vous rentrez chez Oxbow, la première chose que vous voyez, ce sont des planches de surf. Elles ne sont pas là pour la déco. Elles sont mises à disposition des salariés pour qu'ils puissent essayer ces planches. Donc c'est des planches de fonction. Alors, des planches de société. Alors, personne n'est obligé de surfer et j'en suis ravi parce que moi-même je ne surfe pas. C'est un sport qui est extrêmement exigeant. Par contre, toutes les personnes qui aiment ce sport ont vraiment beaucoup de facilité quand ils travaillent chez Oxbow pour pratiquer ce sport. Et ils ont la chance de pouvoir surfer avec le président aussi. Ça, c'est quand même une chance. Ah ouais, c'est pas pour ça qu'il me laisse plus de vagues. C'est ce que j'allais dire. Ça, je crois que c'est normal. À l'eau, ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de respect à ce niveau-là. Ça taxe pas. Ça taxe pas. Ouais. Puis ils ont aussi plus la forme que moi. Malheureusement, il y a pas mal de jeunes. Il y a combien de personnes chez Oxbow ? Alors au total, il y a 100 personnes qui y travaillent. Il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dans les boutiques un peu partout en France et une dizaine de commerciaux qui font la route pour présenter nos collections à notre réseau de revendeurs. Et au siège, il y a une cinquantaine de personnes à peu près. Et alors, du coup, toi, Manu, tu surfes, tu fais du snowboard, tu as d'autres kiffs les champignons. Je ramasse beaucoup de girolles en ce moment. Du surf, je m'y suis mis assez tard, malheureusement. Mais bon, habitant dans les montagnes, c'était pas évident. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du surf, donc c'est vrai que c'est génial parce que c'est toute l'année. Parce que c'est hyper convivial et que c'est très accessible. En tout cas, le spot est vraiment pas loin. Après, sur la partie montagne, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a vraiment aussi des super montagnes, soit dans les Pyrénées, soit dans les Alpes pour pratiquer. À côté de ça, après, les sports outdoor sont top. Je veux dire, le VTT, notamment VTT. L'escalade, un peu moins, je suis pas assez souple. Mais dans la boîte, il y en a qui pratiquent l'escalade. Ouais. Mais c'est génial, quoi. On est dans la nature. Toutes les sessions se terminent à chaque fois par beaucoup de plaisir, un grand sourire, et on partage ça avec les collègues ou avec les potes. Et toi, JC, c'est quoi tes kiffs ? Alors moi, j'ai fait un petit peu de ski, j'ai fait pas mal de VTT, c'est deux sports que j'appréciais. Donc maintenant, à Bordeaux, c'est plus compliqué, notamment pour le VTT, parce que c'est assez plat, Bordeaux. Donc pour le VTT, je suis en train d'y renoncer. Sinon, moi, je suis plutôt un joueur de ballon. Je suis un footeux à la base. Après, j'ai beaucoup joué au tennis. Et maintenant, depuis récemment, je me suis mis au golf il y a à peu près 2 ans. Donc, plus je vieillis, plus la balle est petite. Et il y a de fortes chances que ça se termine à jouer aux billes à l'EHPAD, malheureusement. Mais j'avais toujours plaisir à pratiquer du VTT. Donc, j'espère pouvoir m'y remettre dans les Pyrénées. C'est qui chacun votre sportif ou rider, celui qui vous inspire ? Et on va pas citer un ambassadeur Oxbow. Autre qu'un ambassadeur Oxbow. Alors moi, c'est vraiment en tant que spectateur fan, j'apprécie beaucoup les vidéos de Candide Tovex et les vidéos de Danny McCaskill. Ouais, je suis d'accord. Candide Tovex, en plus étant originaire d'Annecy, il est de la Clusaz, donc j'ai l'occasion de le croiser plusieurs fois, et à chaque fois, tant humainement que sportivement, il est exceptionnel. C'est incroyable. Et puis ensuite, alors hors ambassadeur Oxbow, il y a un surfeur hawaïen, Mason Ho, qui m'impressionne beaucoup. C'est un gars qui surfe toujours des vagues un peu compliquées, avec des rochers qu'il faut éviter, avec des take-off hyper engagés. Enfin bon, il fait preuve d'énormément de créativité et d'engagement, et je le trouve très inspirant. Excellent. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. J'ai 2 dernières questions pour vous. On a retracé un peu le projet, comment il est né, où est-ce que vous voulez aller. Je voulais aller sur le moteur, chacun de manière individuelle. Qu'est-ce qui vous porte dans cette aventure ? Toi, JC, c'est quoi le
le moteur qui te porte? C'est quoi ton rêve? C'est la fierté. C'est la fierté. Quand je vois Kepa Acero, comme il parle de ce qui... Kepa, qui est un surfeur du Pays Basque. Ouais. Je suis tellement fier d'avoir la chance de travailler avec un personnage comme ça, avec de telles valeurs humaines. C'est la fierté, juste... on est de passage, hein, c'est sûr. Je me suis toujours dit depuis très très longtemps, c'est quand je vais être très 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 vieux, ils vont croire que je suis un peu obsédé par tout ce qui est EHPAD des vieux, etc. Mais je me suis dit toujours, quand je vais mettre les dernières bûches dans la cheminée, c'est qu'est-ce que j'aurais fait de ma life, quoi. Qu'est-ce que j'aurais fait en fait? Je vais pas me rappeler de mes téléphones, de mes ordinateurs, de mes montres. Je vais me rappeler des moments que j'aurais vécu avec ma femme, avec mes filles. Et puis surtout de quoi je peux être fier vraiment, quoi. Et je pense que c'est la fierté de faire ce qu'on est en train de faire de Oxbow, quoi. J'en suis vraiment très très fier. Et pour ma part, c'est un peu dans la même veine. Je dirais que c'est l'aventure collective en fait. C'est ça mon moteur. C'est-à-dire que c'est une vraie aventure. C'est des emmerdes tous les jours, mais la satisfaction de passer les obstacles. C'est un kiff absolu de se dire qu'on résout des problèmes chaque jour. C'est bizarre quand même. Et ouais, non, le kiff, c'est les emmerdes. Alors c'est plus le fait de les résoudre, d'arriver à les résoudre, et ça de manière collective, c'est d'avancer. On est une équipe en fait, et c'est vrai que c'est un sentiment unique d'arriver à avancer avec toute l'équipe et d'effectivement avoir la fierté de voir le travail accompli. Ensuite, le fait d'être aussi maître de son destin est une vraie motivation pour moi. C'est-à-dire que on a une responsabilité qui fait que les décisions, on les prend, les bonnes comme les mauvaises, mais en tout cas, c'est nous qui les prenons. Nos décisions ne sont pas dictées par qui que ce soit d'autre. Et ça, c'est un vrai luxe, je trouve. Dernière question, on se revoit dans 10 ans, on fait un épisode. Où est Oxbow? Oxbow, je sais pas, mais j'y sais, il est à l'EHPAD. Je suis à l'EHPAD, je j'obille avec un fer neuf. Parce que j'aurais pu... où est Oxbow? Ça, c'est une sacrée bonne question. Ouais, Oxbow... T'es quoi? T'es devenu le leader mondial non. sur le surf Non, mais par contre, t'es leader. Mais leader pas en chiffre d'affaires, mais t'es leader en image. Et t'es leader en image en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Mais t'es leader en image, mais pas du tout en chiffre d'affaires. Donc leader en image, si tu dis, t'es la marque, quand tu penses outdoor. Une entreprise citoyenne, voilà. C'est-à-dire que partout dans le monde, quelqu'un qui va porter un t-shirt Oxbow, il affiche des valeurs qui sont évidentes. J'hésite à faire une comparaison par rapport à une marque existante, mais en tout cas, effectivement, dans 10 ans, on a une marque, réellement une marque avec tout ce que ça représente, qui est hyper forte. On a réussi à construire une marque. Ouais, qui est finalement proche. Ouais, Oxbow, c'était un leader. C'était loin de faire. C'était pas une marque qui faisait le plus de chiffre d'affaires en France, de très 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 loin. Par contre, c'était une marque ultra classe, quoi. Aujourd'hui, il y a des marques. Je pense à Patagonia, qui sont des marques, en tout cas pour moi, qui font partie de mes références. Oxbow, l'idée, c'est de pas copier qui que ce soit, mais en tout cas, c'est d'avoir ce niveau ce niveau. Je sais pas si c'est de la puissance de marque. En tout cas, c'est un. C'est les valeurs. Ouais, c'est d'arriver à en faire une marque dans son domaine aussi belle que peut être Patagonia dans son domaine à elle. Voilà, c'est vraiment d'arriver à avoir construit ça solidement, pérennement. Après, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un forecast avant 10 ans quand même, non? C'est sympa quand même. Non? Ah ouais, avec plaisir, on vous rejoindra. Vous pourrez revenir ici. Et en tout cas, voilà, c'est la fin de cet épisode. Moi, je vous souhaite vraiment, vraiment bonne chance, mais c'est pas de la chance, quoi. Enfin, je vous souhaite de kiffer le chemin, que ça va bien se passer. Moi, je suis super heureux de voir Oxbow qui est repris. Et voilà, donc good luck. Merci beaucoup. Merci. Peut-être à très bientôt sur Mordu. Merci beaucoup pour votre accueil de toute l'équipe avec toute votre bienveillance. C'est vraiment très agréable. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais. Merci messieurs. Top. Au revoir. Au revoir. Salut.